Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est très heureux et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde journée du colloque Censurer les arts, encadrer les corps, co-organisé par le laboratoire Corps Genre Art d'Épivy et l'association Queerinal de l'École des Chartes. Je m'appelle Samy Lagrange, je suis doctorant en histoire des masculinités à l'Université Sorbonne Paris-Nord et j'aurai l'honneur aujourd'hui de modérer ce cinquième panel intitulé Rejouer ou détourner la censure pour mieux la déjouer, que l'on va ouvrir maintenant sans plus attendre, si vous le voulez bien. Je vais quand même demander aux intervenants, aux intervenantes, même si on est un petit peu pris par le temps ce matin, de bien vouloir parler pas trop vite pour faciliter l'interprétation en LSF aujourd'hui, et également d'insister sur les noms propres qu'ils utilisent. J'en profite aussi pour remercier nos interprètes aujourd'hui. Et également, lorsque vous parlez, vous aurez le droit, si vous le souhaitez, d'enlever vos masques pour faciliter vos communications. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, après avoir interrogé hier les différents processus et mécanismes de la censure mis en place dans différents contextes, ainsi que leurs conséquences particulières sur la visibilité des corps, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux lieux et aux stratégies de la censure et les lieux et les stratégies de résistance à cette censure. Dans ce premier panel de la journée, il est question, par des études de cas précises, d'interroger des œuvres qui se réalisent en toute connaissance de cause. Des œuvres qui se savent censurables, qui émergent en réaction à la censure, qui la questionnent frontalement et existent donc en partie à cause de la censure. En amont ou en aval de la création, la censure fait partie intégrante de l'œuvre. En exposant au grand jour le regard censeur, en le considérant avant même qu'il ne s'exerce par lui-même, on le court-circuite, on le rend presque inopérant en quelque sorte. On nous oblige alors à poser des regards autres sur les corps marginalisés, à multiplier nos regards sur autant de corps multiples et possibles. Mais peut-on vraiment montrer l'immontrable? Peut-on jamais déjouer la censure? Alors, une vaste question, et on va avoir le temps ce matin de se la poser, d'essayer d'y répondre grâce aux interventions de Quentin Petit-Dual, de Renata Andrade et de Léa Joregui et Jeanne Matas. À la suite de ces trois communications, on se réservera un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions aux intervenants et aux intervenantes. Je vous rappelle que le colloque est également retransmis en direct via un live YouTube et qu'on pourra également recueillir les questions du public en distanciel via l'espace commentaire. On va donc tout de suite commencer avec Quentin Petit-Dual. Quentin Petit-Dual est doctorant en histoire de l'art sous la direction de Thierry Dufresne à l'Université Paris-Nanterre et sous la co-direction de Thérèse Saint-Gelais à l'ICAM. Il travaille sur les questions du genre, du queer et du post-humain dans l'art de la seconde moitié du XXe siècle. Il rédige actuellement une thèse intitulée Entre et au-delà des genres et des sexes, les représentations d'un genre non binaire dans l'art occidental de la fin des années 60 à nos jours. Il est également atter à l'Université Aix-Marseille et le cofondateur de l'ARC, collectif de recherche sur l'histoire des arts féministes et queer. Aujourd'hui, il nous propose une communication sur l'œuvre récente de Déborah de Robertis, intitulée Jouer la censure pour déjouer les normes, Déborah de Robertis et l'exposition du corps. Quentin, je te laisse la parole pour les 20 prochaines minutes. Merci beaucoup, Samy, pour cette présentation et merci aussi pour l'organisation de ce colloque, donc pour me donner l'occasion de poser la question de la censure dans cette étude de cas, donc de la production de Déborah de Robertis. Ah oui, et aussi, petite parenthèse, je risque de montrer des photographies qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Voilà. Donc, Déborah de Robertis est une artiste luxembourgeoise née en 1984 qui s'est fait connaître du grand public en 2014 lors d'une performance réalisée au musée d'Orsay à Paris, pendant laquelle elle exposait et écartait son sexe devant l'origine du monde de Gustave Courbet sans l'autorisation de l'institution. Sa démarche consiste à attendre une exposition ou un événement culturel, puis à étudier sa communication pour jouer avec, en s'intéressant par exemple à son égérie
ou à une œuvre mise particulièrement en avant. Donc, elle va engager des complices qui filment son geste et qui parfois filment la censure qui est en train de se faire. Dans ses performances, elle présente son sexe réel. Alors, je fais une seconde parenthèse, parce que je vais peut-être en faire beaucoup. La question de la représentation de la vulve comme symbole des femmes peut être tout à fait remise en question au prisme du queer. Je referme tout de suite cette parenthèse. Donc, elle présente son sexe réel devant la représentation d'un modèle féminin qui est peint par un artiste homme. Et donc, pour De Robertis, ces œuvres visent à déjouer le regard masculin qui s'applique sur les représentations du corps des femmes, tout en conférant au modèle un regard. Ces performances ont donné lieu à plusieurs gardes à vue, dont une avec un examen psychiatrique, ainsi qu'à 4 procès avec comme chef d'accusation principale l'exhibition sexuelle, qui est vécue par l'artiste comme une censure. Son cas illustre parfaitement la manière dont l'art, qui travaille sur les corps, peut se heurter à la rigueur de la loi et à la censure. Donc, il s'agit de saisir aujourd'hui les conditions dans lesquelles la manière de rendre visible cette censure permet à l'artiste de déjouer les normes produites par l'institution muséale. Alors, pour ce faire, je vais m'appuyer sur plusieurs sources de première main, comme ce chapitre qu'elle a rédigé dans l'ouvrage collectif Courte petite fille, qui a été publié en 2019. Je vais aussi m'appuyer sur un entretien qu'elle avait effectué avec l'ex-fémène Héloïse Bouton en 2016, ainsi qu'un entretien que j'ai mené avec l'artiste l'année dernière. Donc, nous allons d'abord examiner le caractère subversif de ces œuvres avec un rapport citationnel à la censure d'un autre artiste, Alberto Sorbelli. Puis, nous allons voir comment elle se défend du chef d'accusation d'exhibition sexuelle avant de poser la question de faire de la censure même une œuvre. Donc, outre le manque d'autorisation des musées dans lesquels elle performe, les œuvres de Deborah de Robertis sont subversives du point de vue du discours. Alors, à l'instar de l'historienne de l'art Nina Nochlin, de Robertis estime que l'institution muséale véhicule une certaine histoire de l'art dominante qui exclut les femmes en tant qu'artistes. Donc, ces femmes ne sont présentes que comme objets contrôlés et non comme sujets pensants. Alors, pour vous donner un exemple précis, de Robertis réalise la performance Machat mon copyright, dans laquelle elle incarne la Joconde de Vinci au musée du Louvre le 15 avril 2017, donc jour du 565e anniversaire de Vinci. Alors, cette performance donne lieu à une vidéo qui est consultable sur son compte Vimeo, puisque YouTube l'a censurée. Je ne vais pas vous montrer l'extrait de la vidéo parce que c'est très long et j'ai très peu de temps. Donc, l'idée de cette performance et de cette vidéo, c'était de sortir la Joconde de son cadre, donc le cadre en tant qu'espace, mais aussi le cadre d'histoire de l'art, puisque, en fait, de Robertis entend renverser le regard masculin exercé sur l'œuvre et lui conférer un regard féminin, souvent signifié plastiquement par une caméra GoPro qu'elle porte sur son front. Pendant la performance, bon là sur cette photographie, elle le porte à la main, pas très grave. Donc elle renvoie le regard du spectateur, c'est-à-dire qu'elle le reflète comme dans un miroir, et donc elle renverse en fait le statut du modèle. Elle représente un modèle qui n'est plus un objet passif, mais un sujet actif. Et donc, elle va renverser le régime du regard traditionnel
que l'on entretient avec les œuvres d'art, et elle reflète une histoire de l'art fondée sur la domination masculine du corps des femmes. Les œuvres de Robertis sont également subversives par rapport aux institutions. Elle souligne dans son chapitre de l'ouvrage collectif que quelques jours avant sa performance, Vuitton mettait en vente des sacs confectionnés par Jeff Koons, qui reprennent la Joconde. Et donc, elle va affirmer que justement, cette Joconde, donc je cite, est vendue et revendue comme une marchandise, devenue une femme sac et la marque d'un des plus grands musées du monde. Donc, l'artiste rend compte du fait que l'institution muséale s'inscrit dans le système capitaliste marchand et devient porteur d'une certaine histoire de l'art, celle de la fétichisation de l'œuvre, dont la propriété va se confronter justement au droit. Alors, dans sa performance, De Robertis interroge le copyright en dressant un lien entre la propriété intellectuelle de l'œuvre et le droit à disposer de son corps. Donc, elle décline le slogan féministe My Body, My Rights en glissant l'économique et l'artistique dans le politique. Elle affirme en outre donc, que non seulement son corps lui appartient, mais les images créées par celui-ci sont sa propriété, et elle revendique un droit total sur son image, à la fois comme sujet, objet et autrice de l'œuvre. Alors, en affirmant tout ça dans son texte, elle fait référence à un cas juridique, celui de la production de l'artiste italien Alberto Sorbelli. Et donc, le rapport, en fait, avec la censure est citationné. Dans sa vidéo, De Robertis cite très explicitement Sorbelli. Donc, elle le décrit, Sorbelli cul nu en barrettine. Et en fait, cette vidéo, cette performance se fait en fait après une émission radio qui a été diffusée sur France Inter le 25 janvier 2016, à laquelle les deux artistes, Sorbelli et De Robertis, étaient invités. Et en fait, pendant cette émission, Sorbelli était tenu comme le modèle contestataire avec un discours politique, etc. Et en fait, les journalistes la comparaient avec et affirmaient qu'elle n'avait aucun discours. Donc, ça a beaucoup énervé. Et donc, elle a fait cette œuvre dans laquelle, en fait, elle fait plus précisément référence à cette œuvre-ci de Sorbelli, une tentative de rapport avec un chef-d'œuvre qu'il a réalisé en 97. Donc, ici, en fait, il y avait l'artiste qui performait devant la Joconde, enfin, qui posait devant la Joconde en prostituée, donc maquillée, habillée d'une musette et de barétine. Évidemment, le travestissement fait référence à Duchamp avec LH au cul. Et en fait, il dresse ici un lien entre l'histoire de l'art et la prostitution, et il introduit en fait le vulgaire dans le temple de l'art pour dénoncer le puritanisme de ce milieu. Pour cette performance, cette photographie, Sorbelli a été en fait censuré une première fois par le Louvre, et il a pu refaire son action un jour de fermeture avec l'autorisation de Pierre Rosenberg, qui était à la direction du musée. Cependant, les photographes étaient reconnus comme les seuls auteurs des photographies dans le cadre de l'exploitation de ces photographies. Donc, là encore, ça a énervé l'artiste, donc, qui a saisi la justice en 2000 pour se faire reconnaître en tant qu'auteur, en insistant sur le fait qu'il a été un sujet actif et pas seulement un modèle qui aurait pris des poses dictées par le photographe. Donc, en fait, la loi rejoue en quelque sorte la dualité traditionnelle entre l'artiste et le modèle, et surtout, la loi n'accorde pas le statut d'artiste qui lui est dû. Donc, sa demande a été déboutée en 2002, ce qui rend compte en fait que la performance et le concept
de la performance ne sont pas protégeables. Mais Sorbelli a fait appel et 2 ans plus tard, la justice reconsidère le droit d'auteur. Et donc, Sorbelli va être considéré comme un sujet actif, créateur, et en même temps, la performance est reconnue juridiquement comme une œuvre d'art. Alors, la référence à tout ce contexte permet à De Robertis de formuler un discours à la fois artistique et féministe, mêlant le droit d'auteur et le droit de disposer librement de son corps pour sortir justement du système modèle artiste et asseoir son statut de créatrice. Cependant, ces œuvres donnent lieu à des procès. Alors dans le cadre de cette performance, le procès aboutit à nos relax. Mais à chaque procès, enfin quasi à chaque fois, le chef d'accusation, c'est l'exhibition sexuelle qui est vécue pour l'artiste comme une censure de son travail et de sa réflexion. Alors, le chef d'accusation est défini par l'article 222-32 du Code pénal français comme l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Alors, le Code pénal punit l'acte jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, mais il ne punit pas le mobile. C'est-à-dire que le Code pénal et la justice, donc, s'intéressent au contexte de l'acte dans la mesure où le caractère d'exhibition se constitue surtout par rapport au lieu du délit. Donc, les musées ou les autres lieux choisis par l'artiste, comme ils ne sont pas dédiés au nudisme, son corps nu s'impose, selon la loi, à la vue d'autrui, et c'est ce qui va être en fait sanctionné. Alors, Deborah De Robertis a dû constituer à plusieurs reprises sa défense, à la fois sur le plan juridique, en faisant appel à des avocats, et sur le plan symbolique. Alors, sur le plan juridique, il faut noter qu'il n'existe pas de définition légale du sexuel, ni des organes génitaux d'ailleurs. Et c'est ce qui a permis, en fait, aux avocats de la défense, dans le cadre de ce procès-ci, ça avait permis aux avocats d'avancer l'argument selon lequel les organes génitaux n'étaient pas visibles à cause de sa pilosité. De fait, il y a un flottement de définition qui demeure par rapport à la nudité, nudité donc sans attitude obscène, mais aussi par rapport à la sexualisation du corps féminin. Donc l'éventuelle connotation sexuelle de l'action n'est pas précisément inscrite dans la loi, et donc ces actions, ces œuvres, comme celle de Déborah, peuvent donc faire jurisprudence et remettre en question la loi. Alors, dans son argumentation, l'artiste fait appel à une histoire de l'art qui est façonnée à partir des années 60 par des artistes qui ont aussi utilisé leur corps comme médium. Donc, dans son texte de 2019, elle va faire référence à plusieurs artistes significatifs, en mentionnant par exemple Andrea Frasé. Je ne vais pas développer parce qu'on manque un peu de temps. Donc, Andrea Frasé, The Export et les Guerrilla Girls. Et donc, en fait, dans la mesure où ces artistes sont institutionnalisés avec des expositions monographiques ou groupées, les citer revient en fait à convoquer leur protection symbolique. Et ces artistes entrent dans une histoire de l'art, et une histoire de l'art qui est vraiment tangible, et donc ça fait un peu, si vous voulez, figure d'autorité. La défense de Robertis se constitue donc sur le plan symbolique en mettant en avant une définition artistique de ces interventions. Donc il s'agit en fait, selon elle, d'actions conceptuelles à caractère non pornographique et qui voudraient en fait venir assumer la nudité féminine largement représentée dans les musées et dans la société en général.
Et donc, les plaintes pour exhibition sexuelle semblent rendre compte d'une confusion. Donc, le procès s'attaque aux faits, c'est-à-dire à la forme que prend l'œuvre, et ne considère donc pas en fait la performance artistique comme une représentation, c'est-à-dire que le contenu artistique, le discours, est évacué. Selon De Robertis, ce traitement ne lui est pas personnellement adressé, et elle souligne en fait le fait que ce qui dérange est moins la nudité, c'est-à-dire la forme, que justement son discours, le fond, le contenu, qui révélerait le sexisme du musée, qui refuse de voir une femme s'exprimer avec son corps. Néanmoins, cette position critique ne l'empêche pas d'être confrontée à la justice. Alors, comme l'indique Anne Cressel en 2016, De Robertis pose en fait la question de savoir si le corps érotisé des femmes peuvent être présents ou non au musée qu'en tant qu'image. Et donc, De Robertis va en fait parodier en quelque sorte l'exhibitionnisme sexuel selon un jeu de voilé, dévoilé. Et justement, on a une performance qui est réalisée lors des conférences TED en 2018 qui rend particulièrement compte du système de censure qui va s'opérer sous couvert d'éviter l'exhibition sexuelle. Donc, ces conférences, en fait, étaient organisées à Bruxelles, qui devaient se dérouler le 5 mars 2018, donc 3 jours avant la journée des droits internationaux des femmes. Et en fait, pendant cette journée, il me semble que c'était que des femmes qui étaient invitées. Et l'artiste était invité pour parler de la censure en tant que femme. Alors, il y a eu, donc en backstage, en fait, il y a eu des échanges de mails qui a failli aboutir à une déprogrammation. À la fin de ces échanges, les deux parties sont tombées d'accord. Donc, l'artiste ne montrerait pas son sexe pendant la conférence, mais elle a le droit à une violoniste et à un texte audio préenregistré. Donc, elle arrive, elle commence à faire sa conférence sur la censure qu'elle a subie. Puis, en fait, après quelques minutes, elle arrête de parler. Il y a sa voix qui est préenregistrée, qui est donc lancée. La violoniste commence à jouer du violon. Et on va avoir un caméraman, le caméraman de l'artiste, qui arrive sur scène, qui commence à prendre des images, donc des images qui sont dirigées par l'artiste et non pas des images du TED. Et en plus, vous avez donc des membres du public, des complices, qui viennent pour faire une chorégraphie autour de l'artiste. Alors ça a très énervé l'organisateur, qui est monté sur scène et qui a en fait pris Déborah qui était assise sur notre chaise et l'a tirée jusqu'aux coulisses. Et en fait, elle se débattait pas, donc pour rendre compte un peu de la violence qui est en train de s'opérer. Et en fait, en la tirant, il dévoile sa poitrine. C'est très drôle en fait, puisque en fait, ici, ce qu'on pourrait qualifier de nudité n'est pas du fait de l'artiste, mais de l'organisateur qui cherche à la censurer, et ce qui constitue vraiment une violence qui va se prolonger aussi en coulisses, puisqu'en fait, il y a les forces de l'ordre qui ont été appelées et qui vont demander à l'artiste d'uriner, de faire des flexions pour voir si en fait la carte SD du caméraman était planquée dans son sexe. Pour finir cette histoire avec le TED, donc le TED s'est désolidarisé et a retiré sa licence à cet organisateur. Et l'artiste a demandé publiquement, mais en vain, que sa vidéo soit diffusée sur leur site comme toutes les autres conférences. Donc, pour conclure, De Robertis ne formule pas seulement une pensée critique envers l'histoire de l'art en tant que théorie, mais aussi à l'égard du musée dans ce qu'il a de plus tangible. Par ailleurs, en considérant la récupération institutionnelle qui met en exergue la problématique de l'exhibition sexuelle, il est possible d'observer une crise, en quelque sorte, dans la réception de son œuvre. Donc, ces performances donnent matière à réfléchir sur les liens entre la nudité et son caractère sexuel,
qui est attribué évidemment du point de vue cis hétéro-masculin, ainsi que du rapport entre le fantasme et la réalité. Donc, sa manière d'inclure la censure dans son œuvre laisse comprendre au public que l'objet du délit est non pas l'exhibition sexuelle, mais son discours qui perturbe l'ordre établi. Donc, la dimension contestataire de cette mise en scène de ces corps qui sont donc ici jugés immoraux, rend donc compte du fait que l'artiste dépasse la simple provocation pour formuler donc un discours artistique et politique. Je vous remercie pour votre attention.